Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de notre pays qui est trop normé. Et oui, comme disait le président Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Et oui, on a trop de réglementations, quelquefois contradictoires, et ces réglementations font que l'initiative économique est totalement détruite par en réalité toutes ces normes qui ne permettent pas à des innovations de pouvoir surgir. Par exemple, dans le domaine des drones, la réglementation change tous les 6 mois. Elle est tellement contraignante avec les interdictions de vol de partout qu'en réalité, notre pays qui a le savoir-faire pour pouvoir créer des drones formidables, eh ben, ne le fait pas parce que la réglementation est énormément contraignante et ne permet pas d'avoir en réalité de débouchés économiques puisqu'on ne peut pas vendre des drones, puisqu'on ne peut pas les utiliser. Et voilà 50 ans que nos gouvernements promettent de s'attaquer à cette jungle de normes qui ne cesse de croître. Et Bruno Le Maire, je vous en parle parce qu'il présentait à son tour un projet de loi il y a très peu de temps. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le jure, la main sur le cœur, ça y est, cette fois, c'est bon, il va enfin simplifier la vie des Français. Ah, ça fait déjà depuis le président Pompidou que nous en parlons. En plus particulièrement, les dirigeants d'entreprises perdus dans l'Amazonie des formulaires. Le locataire de Bercy, depuis 7 ans, dit vouloir alléger la charge mentale qui pèse sur les entrepreneurs, supprimer tous les formulaires CERFA d'ici 2030 et généraliser le principe dites-le nous une fois dans les relations entre l'administration et ses usagers. Le glas de la bureaucratie qui étouffe les initiatives sonnerait-il enfin? Pas si vite, car le nouveau projet de loi, signé BLM, fruit d'une consultation citoyenne et d'une myriade de remontées d'experts et de parlementaires, ne serait qu'une somme de mesures techniques bien loin de la révolution annoncée. L'histoire bégaye. Nous ne sommes pas parvenus à maîtriser l'envahissement papastrier, qui est une des formes d'aliénation moderne, tenait déjà le Premier ministre Jacques Chirac dans son discours de politique générale promettant des actions radicales en 1974. 50 ans après, l'échec est hélas patent. La France compte tant de lois, de règlements et autres textes contraignants qu'elle ne sait même pas en évaluer précisément le stock. De la première année de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing à la fin de 2022, le journal officiel qui agrège l'ensemble des publications légales de l'année est passé de 13 300 à 26 700 pages, selon le haut fonctionnaire Christophe Éoche Duval, auteur de L'inflation normative. Quand la France crève de trop de lois, paru chez Plomb, et depuis 1980, le Code du travail s'est étoffé de 2281 pages, le Code pénal de 2467 pages et celui de l'urbanisme de 3030 pages. Complète éberluée, Caroline Sordet, directrice du pôle édition de Lefebvre d'Allos. Alors, pourtant, l'inflation normative est un fléau pour l'économie. Selon l'OCDE, elle coûterait chaque année à la France 2,8% de son PIB. À en croire les chercheurs de l'université Jean Moulin de Lyon, ce serait même le double, soit près de 160 milliards d'euros en 2023. Jacques Chirac n'a pas été le seul à promettre d'agir contre la paperasse. Commission pour la simplification des formalités de Pierre Mauroy, Assise nationale de la simplification de Nicolas Sarkozy, choc de simplification de François Hollande, CAP 22 d'Emmanuel Macron. Aucune de ces initiatives n'a su faire refluer le tsunami des normes. Alors 1974-1981, revenons un peu en arrière. Giscard contre la marée. C'est le 27 mai 1974 que le centriste Valéry Giscard d'Estaing entre à l'Élysée. Au poste de Premier ministre, il nomme Jacques Chirac UDR,
lequel se lance avec le discours cité plus haut. Vite prononcé, vite oublié, nommé ministre des Réformes, le tonitruant patron de presse Jean-Jacques Servan-Schreiber est renvoyé au bout de 12 petits jours. Il n'est pas remplacé. Arrive avril 1978, le camp présidentiel remporte les législatives sur le fil. La marée blanche de la paperasse doit être reflouée, proclame VGE lors du premier Conseil des ministres dirigé par l'économiste Raymond Barre. Il rattache les réformes administratives à Matignon, suppression des registres de rapports statistiques inutiles, allègement de formalités pesant sur l'apprentissage. Les entreprises agricoles, environ 200 mesures sont prises, pas si mal. Le 2 octobre 1980, Barre nomme l'écrivain et haut fonctionnaire Jean-François Dognaud ministre délégué aux réformes administratives. Mais à 5 mois de la présidentielle de 1981, ce dernier n'a pas le temps d'inverser la tendance. À la fin de cette année-là, le journal officiel totalise 14 960 pages. 1981-1995, Mitterrand ouvre grand les vannes. Et oui, le 21 mai 1981, rose rouge au poing, François Mitterrand conquiert l'Élysée. Peu après, dans un discours aux représentants des travaux publics, le nouveau chef de l'État fait mine à son tour de vouloir simplifier les choses. Je dois le dire, pour avoir été moi-même longtemps maire, conseiller général, président d'un conseil général, j'ai constaté le grignotage de la papasserie, source de tracas le plus souvent inutile, conclut-il. Et j'attache beaucoup de prix à éliminer ce qui n'est pas indispensable. En 1983, le Premier ministre Pierre Mauroy inaugure une commission pour la simplification des formalités, le COSIFORM. Et jusqu'à la première cohabitation, pas moins de 3 secrétaires d'État chargés de la réforme de l'État ou de la simplification administrative se succèdent. Alors, ça y est, on débroussaille. Au contraire, la période 1981-1986 marque le véritable décollage des normes en France, observe Christophe Héauche-Duval. La pagination du journal officiel augmente alors de 7,3%. C'est que pour changer la vie des Français, le pouvoir socialiste mise sur le droit. À elles seules, les lois Auroux de 1982 entraînent un grossissement de 8% du Code du travail. Sous le second septennat, la machine s'emballe. Un rythme de 12% de 1988 à 1993, note Héauche Duval. Cette dernière année, le journal officiel totalise plus de 18 000 pages. Édouard Balladur, nommé Premier ministre en mars 1993 et issu du RPR, crée le comité interministériel pour la réforme de l'État, le CIR. Mais ce nouveau bidule ne fait pas de miracle. Quand Balladur, tout comme Mitterrand, quitte le pouvoir en 1995, le journal officiel atteint plus de 19 000 pages. 1995-2002, le Grenelle de Chirac n'aura pas lieu. Le 17 mai 1995, Jacques Chirac occupe la fonction suprême. Le rêve d'une vie. Cette fois-ci, le pourfendeur de l'envahissement papacier a les coups des franges. Voici ce qu'il dit dans son message au Parlement le 19 mai 1995. L'inflation normative est devenue paralysante. Il faut mettre un terme à cette situation qui pénalise les plus faibles. Son Premier ministre Alain Juppé charge Claude Coasguen puis Dominique Perben de la réforme de l'État. Il remplace aussi le CIR par le Commissariat à la réforme de l'État, le CRE, et il confie à ses troupes la mission de faire la chasse aux tracasseries en tout genre. J'ai fait supprimer 1,75 m de formulaire, fait valoir Jean-Pierre Raffarin, alors ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat. Malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'on en créait davantage qu'on en supprimait. Au départ d'Alain Juppé, après la dissolution de 1997, le journal officiel fait 19 500 pages. Sinon,
Sitôt à Matignon, le socialiste Lionel Jospin confie à Michel Sapin la fonction publique et la réforme du maquis administratif. Il remplace aussi le CRE par la direction interministérielle de la réforme de l'État, le DIR. Mais la marée monte très fort. En 2002, le journal officiel dépasse les 26 000 pages. En mars, le candidat à sa réélection, Jacques Chirac, propose un Grenelle des simplifications administratives. Belle idée qui remballe une fois la victoire acquise. Jean-Pierre Raffarin devient Premier ministre. Il instaure une délégation à la modernisation de la gestion publique et des structures de l'État, la DMGPSE. Une délégation aux usagers aux simplifications administratives, le DUSA, pour remplacer la COSA, la Commission pour les simplifications administratives mise en place par Lionel Jospin, ainsi qu'une agence pour le développement de l'administration électronique, l'ADAE. Il confie en outre la réforme de l'État à 3 personnalités successives, Jean-Paul Delevoye, Henri Plagnol, Éric Woerth. Mais elles n'ont pas la tâche facile. J'étais bien seul, témoigne Éric Woerth. Les ministres me recevaient, mais je n'étais pas prioritaire pour eux. À son actif tout de même, le 3939, premier numéro d'appel de l'administration, la suppression de certains comités théodules et le concept de loi tueuse de loi. L'idée était de présenter chaque année un projet de loi de simplification du droit, clarifie Woerth. On a réussi à en passer un. Après, je suis parti. En 2005, quand Dominique de Villepin succède à Jean-Pierre Raffarin, 21 500 pages composent le journal officiel. 2 ans plus tard, année de la présidentielle, il en compte 23 000. 2007-2012, la RGPP, assise Sarkozy, s'active. Le 16 mai 2007, le bouillonnant Nicolas Sarkozy gravit 4 à 4 les marches de l'Élysée. L'hyper-président confie au besoin d'Éric Woerth, encore lui, la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui vise à simplifier le fonctionnement de l'État. Nicolas Sarkozy a présidé lui-même certaines réunions de la RGPP, relate ce dernier. Mais c'était dur, car il y avait des chiens de garde, hauts fonctionnaires, lobbyistes, associations, qui défendaient leurs précarés. La crise des subprimes freine la dynamique. Le président passait à autre chose. Éric Woerth en a retenu cette leçon. Simplifier, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon suivi d'un ultra-trail pour changer. Et arrive toujours un moment où le gouvernement s'en désintéresse. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé notamment du commerce, de l'artisanat et des PME, lance de son côté un chantier pour faciliter la vie des entreprises. Comme on sortait de la crise de 2008 et que les finances publiques étaient en très mauvais état, j'ai proposé de travailler sur la débureaucratie parce qu'elle avait le mérite de libérer la croissance sans coûter trop cher, rapporte l'ancien député LR, qui inaugure alors les assises de la simplification. Lefebvre est très fier de son joli tableau de bord avec feu vert, orange et rouge qui lui permet de surveiller l'application des mesures. Mais je me suis vite rendu compte que des directeurs d'administration centrale freinaient des cas de fer, déplore-t-il. Car simplifier la vie des Français, c'est complexifier la leur. Ces hauts fonctionnaires disent oui à tout et ne font rien jusqu'à votre départ. Et ça marche presque à tous les coups. Qu'a-t-il obtenu? Rien de très marquant, si ce n'est l'armoire sécurisée numérique ou la publication de la même date de tous les textes réglementaires sur les TPE et les PME, admet celui qui a pourtant conduit 570 entretiens de simplification, réunit 22 assises régionales et fait le voyage jusqu'en Estonie pour s'inspirer des bonnes pratiques de ce pays, champion de la numérisation des services publics. Pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, la croissance de l'inflation normative mesurée en nombre de mots, selon Légifrance, atteint 20%. 2012-2017, Hollande déploie les tueurs de normes. Le 20 mars 2014,
Il y a la mise à l'honneur des tueurs de normes. Qui sont ces flingueurs de formulaires? L'ancien patron de Nibay, le Guillaume Poitrial, et le député socialiste Thierry Mandon. Le président Hollande vient de leur confier les manettes d'un nouveau machin de la République niché au fond d'un parc de Matignon, le Conseil de simplification. Quand j'ai accepté la mission, Éric Woerth et Jean-Pierre Raffarin m'ont appelé pour doucher mon enthousiasme, rigole le Poitrinal. Il ne veut pourtant pas les écouter. Sus à la bureaucratie, d'autant que le chef de l'État s'est engagé à superviser lui-même les travaux. Le voici qui annonce un choc de simplification en mars 2023, avec une méthode différente alors que nos prédécesseurs réunissaient uniquement des experts, le plus souvent des hauts fonctionnaires. Nous avons fait appel à des gens de terrain, dirigeants de PME par exemple, ou élus locaux, se rémunère Thierry Mandon. Au début, c'était fluide. Tous les 6 mois, le président nous réunissait avec les directeurs d'administration centrale, poursuit l'ancien parlementaire, mais après, il y a eu les attentats de novembre 2015 et notre sujet n'a plus été au haut de la liste. Encore une fois, les hauts fonctionnaires ont joué la montre et ont gagné. François Hollande se souvient de la mauvaise volonté. J'ai dû m'y remettre à une dizaine de fois pour débloquer certains dossiers. À l'en croire, le bilan reste positif. Nous avons fait tomber beaucoup de procédures dans cette période. J'ai veillé notamment pour la construction de logements et l'implantation d'usines. Guillaume Poitranal veut lui aussi voir le verre à moitié plein. Même s'il se dit globalement déçu, on a obtenu le principe du silence de l'administration, vaut accord la suppression d'une vingtaine de formulaires CERFA ou encore la fin des autorisations préfectorales obligatoires pour ouvrir une boulangerie ou remplir une piscine d'hôtel. Écrène-t-il. Pas le grand soir attendu, tout de même. Pour François Hollande, le problème vient de la fabrique de la loi. Les chocs de simplification, ça marche pendant un temps, affirme-t-il, mais cela revient à ôter la bonde de la baignoire alors que le robinet continue de couler et finalement la baignoire déborde. Il faut resserrer le robinet, donc produire moins de lois. Or, non seulement tous les ministres veulent leur loi, mais tous les parlementaires veulent leur amendement. Sous son mandat, l'inflation normative, en mots sur Légifrance, a cru de 16%. Depuis 2017, Cap 22, loi Pacte, les efforts d'Emmanuel Macron. Le 13 octobre 2017, à la demande du président Macron, le Premier ministre Édouard Philippe désigne à son tour un commando de simplification, le comité Action publique 2022, CAP 2022. On ne mégote pas sur le casting. 3 coprésidents choisis parmi les piliers de l'establishment parisien, Véronique Bédag-Amilius, ex-directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon, devenue patronne du promoteur immobilier Nexity, Frédéric Millon, alors tout-puissant directeur de Sciences Po, et Ross Meknes, qui est le président du conseil d'administration du champion aéronautique Safran. Ce trio recrute aussi 31 personnalités de premier plan, dont l'économiste Philippe Aghion, le patron de BlackRock en France, Jean-François Cirelli, ou encore l'ex-président du conseil italien Enrico Letta. Avec un tel équipage, impossible de couler. Et pourtant, par rapport à l'ambition initiale, il n'est pas resté grand-chose de nos travaux, regrette l'une de ses éminences. Aucune de mes 15 suggestions n'a été retenue. À la remise du rapport, en juin 2018, le gouvernement refuse de le rendre public. Certaines de nos préconisations ont été reprises, notamment dans la loi Pacte, nuance Ross McInnes. Nous avons contribué à la simplification du système de commission paritaire, qui était un frein à la carrière des agents publics, recommandé la digitalisation d'un certain nombre de services publics et encourager le développement du recours à l'administration centrale par des contrats de droit privé. Autant d'avancées bienvenues, bien entendu. Seulement pendant ce temps, le robinet à texte a continué de couler à gros jets.
Sous son premier mandat, en volume de droit en vigueur, l'inflation normative a crû de 15%. Avec la pandémie de Covid-19, l'incontinence législative et réglementaire s'est encore emballée, soupire le président du Conseil national d'évaluation des normes, le CNEM, Gilles Carrez. Maires, parents d'élèves, associations d'EHPAD, tout le monde a voulu se sécuriser. Et cette frénésie s'est malheureusement poursuivie sous Elisabeth Borne. Gabriel Attal est-il parvenu à resserrer ce robinet? Le président lui a demandé de rouvrir le chantier de la simplification, mais il n'a pas eu le temps puisqu'il y a les législatives aujourd'hui. Le projet de loi de Bruno Le Maire y a contribué, mais il n'a pas été suffisamment longtemps en service pour avoir des fruits. Il a aussi confié à Éric Woerth une autre mission, l'idée de réfléchir à une nouvelle étape de décentralisation pour rendre du pouvoir d'agir aux élus locaux, explique celui-ci. Encore Woerth, comme l'écrivait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.